Tu connais cette expression « Maman a toujours préféré ma sœur » ? Eh bien, il s'avère que cette petite vérité familiale était sur le point de devenir la leçon la plus chère de la vie de ma chère sœur, et j'avais une place au premier rang pour regarder la lecture du testament effacer ce sourire narquois de son visage. Mais je prends les choses à l'envers. Laisse-moi revenir en arrière et te raconter comment j'ai fini par me retrouver assise dans ce bureau d'avocat impersonnel, regardant le monde de ma sœur s'effondrer en temps réel. En grandissant, j'étais celle qui était responsable. Celle qui restait à la maison le week-end pour aider maman avec ses médicaments après la mort de papa. Celle qui l'emmenait aux rendez-vous médicaux, faire les courses, à l'église le dimanche. Sarah, elle était la fille sympa. Celle qui débarquait pour les dîners d'anniversaire et les matins de Noël, tout sourire et cadeaux coûteux qui coûtaient probablement moins que mon budget essence mensuel pour conduire maman partout. Maman s'illuminait chaque fois que Sarah entrait dans la pièce. « Oh, Sarah est là. Sarah, parle-moi de ton nouveau travail. Sarah, tu es si jolie. » Pendant ce temps, je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle et j'aurais aussi bien pu être du papier peint. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Le devoir familial, non? Il fallait bien que quelqu'un soit la fille fiable. Mais ensuite, maman est tombée malade. Vraiment malade. Le diagnostic de cancer a frappé comme un camion, et soudain je jongle entre mon travail à temps plein avec les visites quotidiennes à l'hôpital, les appels d'assurance, et m'assurer que la maison de maman ne tombe pas en ruine. Sarah, elle envoyait des fleurs, de beaux arrangements coûteux qui faisaient roucouler les infirmières sur la fille si attentionnée qu'avait maman. Elle a tellement de chance de vous avoir, les filles, disait-elle, et je me contentais de sourire et hocher la tête tout en calculant mentalement combien ces fleurs coûtaient par rapport à l'argent d'essence que j'avais dépensé en aller-retour à l'hôpital tous les jours pendant 3 mois. Le pire n'était même pas les efforts inégaux. C'était regarder le visage de maman se transformer chaque fois que Sarah débarquait pour sa visite hebdomadaire, comme si quelqu'un l'avait branchée sur une prise électrique. Elle se redressait, arrangeait ses cheveux, demandait aux infirmières de lui apporter le bon baume à lèvres. « Sarah travaille si dur », disait-elle à quiconque voulait l'entendre. « Elle est si occupée avec sa carrière. Je ne veux pas être un fardeau, un fardeau. » J'étais là tous les jours, et elle s'inquiétait d'être un fardeau pour la fille qui se pointait quand ça l'arrangeait. Quand maman a emménagé chez moi pendant ces dernières semaines, je pensais que les choses pourraient changer. Peut-être qu'elle verrait qui s'occupait vraiment d'elle. Peut-être qu'elle réaliserait que se montrer compte plus que frimer. Que dalle. Sarah venait le week-end, apportant des plats à emporter du restaurant préféré de maman. Tu vois? Je me suis souvenue, et soudain j'étais à nouveau invisible. Peu importe que j'ai dormi sur le canapé pendant 2 mois pour que maman puisse avoir ma chambre. Peu importe que j'ai appris à changer les perfusions et à administrer la morphine et que je sois devenu expert pour lire les signes subtils qui indiquaient si ça allait être une bonne ou une mauvaise journée. Sarah avait apporté de la nourriture chinoise et elle était l'héroïne. La nuit où maman est morte, Sarah n'était pas là. Elle était à une conférence de travail à Denver, probablement en train de faire du networking autour de cocktails pendant que je tenais la main de maman et écoutais sa respiration changer. J'ai appelé Sarah quand c'est arrivé, et elle a versé de jolies larmes au téléphone et a promis de prendre le premier vol pour rentrer. Elle est arrivée à temps pour les préparatifs des funérailles, débarquant avec des opinions sur les cercueils et les fleurs et les lectures, comme si elle avait été impliquée dans toutes les décisions qui avaient mené à ce moment. Le directeur des pompes funèbres n'arrêtait pas de se tourner vers elle pour avoir son approbation, même si c'était moi qui m'occupais de tout. « Votre sœur a un si bon goût », murmura-t-il, regardant Sarah réarranger les compositions florales que j'avais déjà approuvées. J'avais envie de hurler. J'avais envie de l'attraper par sa cravate de mauvaise qualité et de lui expliquer que le goût ne torche pas les fesses de quelqu'un ou ne lui tient pas la tête pendant qu'elle vomit à cause de la chimio. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, regardant Sarah orchestrer la dernière représentation de maman. Les funérailles étaient magnifiques. Sarah a prononcé un éloge qui a fait pleurer tout le monde, parlant de la force et de la sagesse de maman et de la façon dont elle nous avait enseigné l'importance de la famille. Les gens l'ont serré dans leurs bras après, lui ont dit combien ils étaient désolés pour sa perte, combien sa mère aurait adoré la cérémonie. Pendant ce temps, je me tenais dans le coin, acceptant les plats cuisinés et les condoléances, me sentant comme un personnage secondaire dans la mort de ma propre mère. Mais ensuite est venue la lecture du testament. L'avocat de maman, monsieur. Peterson était son avocat depuis 20 ans. Il nous connaissait tous les deux depuis qu'on était enfants, m'avait vu grandir dans son bureau pendant les fois où j'accompagnais maman pour mettre à jour ses documents ou s'occuper de la planification successorale après la mort de papa.
Il avait aussi vu Sarah faire ses rares apparitions, généralement seulement quand maman mettait à jour son testament pour inclure un nouveau don ou une nouvelle disposition. « Il faut que j'ajoute Sarah au coffre-fort », avait dit maman lors d'une de ses visites, environ 2 ans avant sa mort. Elle est si douée pour les questions financières. Sarah, qui avait déclaré faillite 3 ans plus tôt et dont le crédit était si mauvais qu'elle n'arrivait pas à se faire approuver pour une carte de crédit de magasin. Mais bien sûr, elle était douée pour les questions financières. Le rendez-vous était fixé au mardi suivant. Les 2 filles, s'il vous plaît, avait dit Monsieur Peterson. Procédure standard. J'aurais dû me douter que quelque chose se tramait quand Sarah s'est présentée dans sa plus belle robe avec ce sourire. Celui qu'elle arborait à chaque réunion de famille quand elle s'apprêtait à annoncer quelque exploit ou réussite qui allait faire d'elle le centre d'attention. Nous étions assises dans son bureau, le bureau d'acajou entre nous et des années d'histoire familiale, sur le point d'être divisé en langage juridique. Sarah n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, calculant probablement combien de temps elle devrait prendre sur son travail pour vider la maison, décider quoi faire de toutes les affaires de maman. Elle a toujours dit qu'elle voulait que j'aie la porcelaine, avait mentionné Sarah lors d'une de ses visites du week-end des funérailles. Et je pense qu'elle voudrait que je m'occupe de ses bijoux. Tu sais comme je suis sentimentale. Sentimentale. Bien sûr. Comme cette fois où elle avait emprunté l'alliance de maman pour la porter à une soirée de travail et avait ensuite oublié de la rendre pendant 6 mois. Peterson s'est éclairci la gorge et a commencé à lire, et j'ai senti mon estomac se nouer avec cette angoisse familière. C'était le moment, la confirmation finale de ce que j'avais su toute ma vie, qu'être fiable et responsable et présente ne comptait pour rien comparé à être charmante et amusante et parfois attentionnée. À ma fille Sarah, a-t-il commencé, et j'ai vu qu'elle se redressait, ce sourire narquois s'étendant sur son visage comme si elle venait de gagner au loto. Ça allait faire mal. Mais je me préparais à ce moment depuis toute ma vie, n'est-ce pas? J'allais recevoir une somme symbolique, peut-être un bijou ou quelques meubles, tandis que Sarah hériterait de la maison et du compte épargne et de tout le reste qui représentait une vie entière d'amour et d'approbation de maman. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu le coup. Mais alors que Monsieur Peterson continuait sa lecture, quelque chose d'étrange s'est produit. Les mots ne correspondaient pas à ce que j'avais prévu. Le sourire de Sarah se figeait, et j'ai senti mon cœur commencer à s'emballer pour des raisons que je n'arrivais pas encore à saisir. À ma fille Sarah, je lègue ma collection de poupées de porcelaine, car elle les a toujours admirées. Des poupées de porcelaine, pas la maison, pas le compte épargne. Des poupées. Et la somme de $5 000. $5 000. Mon esprit s'efforçait de traiter cette information. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se passer. Où était le reste? Où était la maison, les investissements, l'argent de la famille dont Sarah était si désinvoltement certaine d'hériter? J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Sarah. Le sourire narquois avait complètement disparu maintenant, remplacé par de la confusion et quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. À ma fille qui a été ma compagne constante, celle qui s'est occupée de moi et ma plus grande consolation durant ces dernières années. Attendez. Quoi? À ma fille qui a sacrifié son propre confort pour assurer le mien, qui a abandonné sa chambre, sa vie sociale et sa tranquillité d'esprit pour prendre soin de moi, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Ce ne pouvait pas être vrai. Ce n'était pas censé se passer comme ça. À ma fille qui était là pour chaque rendez-vous chez le médecin, chaque jour difficile, chaque moment où j'avais besoin de quelqu'un sur qui compter, j'agrippais les accoudoirs de ma chaise si fort que mes jointures étaient blanches. La voix de Monsieur Peterson semblait venir de très loin et je sentais le regard de Sarah me transpercer de l'autre côté de la pièce. À ma fille qui m'a aimée non seulement par des mots mais par des actes, non seulement par des cadeaux mais par sa présence, non seulement par commodité mais par sacrifice, la pièce se mettait à tourner. Ce ne pouvait pas arriver. C'était exactement l'opposé de tout ce à quoi je m'étais préparée. À ma fille qui a mérité chaque partie de cet héritage grâce à des décennies de dévouement et de soins, Sarah émit un son, un petit bruit étranglé comme si quelqu'un l'avait frappé dans l'estomac. Je la regardais et son visage était complètement blanc, ce sourire confiant remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Je lègue le reste de mon patrimoine, y compris ma maison, tous les comptes d'épargne et d'investissement et tous les autres biens personnels non spécifiquement mentionnés ci-dessus. Le reste du patrimoine. Tout. Maman m'avait tout laissé. Et puis, Monsieur Peterson leva les yeux vers moi et je vis quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant quand les gens me regardaient au lieu de regarder Sarah. Du respect. De l'approbation.
comme si j'étais finalement vue pour qui j'étais vraiment, au lieu de qui je n'avais jamais été. La valeur totale du patrimoine, excluant les 5 000 $ et les objets personnels laissés à Sarah, est d'environ 473 000 $. 473 000 $. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus réfléchir. Je ne pouvais pas assimiler ce qui se passait. Mais je pouvais voir le visage de Sarah. Je pouvais voir le moment exact où elle réalisa que toute sa stratégie de vie venait de se retourner spectaculairement contre elle. Que toutes ces années à être la fille amusante, la fille facile, la fille qui ne demandait pas grand-chose parce qu'elle pensait qu'elle obtiendrait tout à la fin, venaient de lui coûter presque un demi-million de $. Le petit sourire en coin avait complètement disparu maintenant. À sa place se trouvait quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma sœur auparavant, la réalisation qu'elle avait joué à un jeu qu'elle n'avait jamais compris et qu'elle venait de tout perdre. Et pour la première fois de ma vie, en regardant le monde de ma sœur s'effondrer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la victoire. Le silence dans ce bureau était assourdissant. Vous connaissez ces moments dans les films où le temps s'arrête et tout passe au ralenti? Ce n'était pas comme ça. C'était plutôt comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la réalité pendant que mon cerveau essayait de rattraper ce qui venait de se passer. Bordel. Sarah me regardait comme si j'avais poussé une deuxième tête. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau, et je pouvais pratiquement voir les rouages grincer dans sa tête alors qu'elle essayait de digérer cette blague cosmique. « Ça doit être une erreur », disait son expression. « C'est impossible. » Mais monsieur... Peterson brassait ses papiers avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait livré plein de ses surprises au fil des années. Il n'agissait pas comme si quelque chose clochait. Il agissait comme si c'était exactement ce qu'il s'attendait à lire. « Je ne comprends pas », réussit finalement à dire Sarah, et sa voix sortit toute mince et tremblante. « Il doit y avoir une erreur. » Maman disait toujours, elle me disait toujours, « Monsieur ». Peterson la regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Williams était très claire sur ses intentions. Elle a mis à jour ce testament il y a 6 mois et je peux vous assurer qu'elle était saine d'esprit quand elle a pris ses décisions. Il y a 6 mois. Juste au moment où Sarah avait raté l'anniversaire de maman parce qu'elle était à Cabo avec ses amis, juste au moment où je dormais sur le canapé parce que la douleur de maman empirait et qu'elle avait besoin d'aide pour aller aux toilettes la nuit. « Mais la maison » dit Sarah, et je pouvais entendre le désespoir s'insinuer dans sa voix. Elle disait toujours que j'hériterais de la maison. On en parlait tout le temps. Elle disait qu'elle voulait que je l'aie parce que j'appréciais les belles choses. J'avais envie de rire. J'avais envie de me lever et de hurler sans blague qu'elle a changé d'avis à plein poumon. Au lieu de ça, je suis juste restée là, regardant le monde de ma sœur imploser avec le genre de fascination qu'on aurait en regardant un accident de voiture au ralenti. « Votre mère a été très réfléchie dans ses décisions finales », dit Monsieur Peterson diplomatiquement. Elle a passé un temps considérable à s'assurer que ses volontés reflètent ses vrais sentiments sur la façon dont sa succession devrait être distribuée. Ses vrais sentiments. Bon sang. Pendant 34 ans, j'avais été convaincue que les vrais sentiments de maman étaient à que j'étais la fille lot de consolation. Celle qu'on garde pour les aspects pratiques, pendant qu'on garde son vrai amour pour la brillante. Sarah se tourna pour me regarder, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. Une vraie peur, bon sang. Comme si elle réalisait enfin que toutes ces années à me tenir pour acquise pourraient avoir des conséquences. « Tu le savais ?» dit-elle, et sa voix prenait ce ton accusateur qu'elle utilisait quand nous étions enfants et qu'elle était sur le point de m'attirer des ennuis pour quelque chose que je n'avais pas fait. « Tu l'as convaincue de changer ça, et voilà. » Même dans ce moment, même avec les preuves des vrais sentiments de maman étalés dans des documents légaux, le premier réflexe de Sarah était de me blâmer. De faire en sorte que ce soit ma faute, au lieu d'être la conséquence naturelle de ses propres choix. Je n'en avais aucune idée, dis-je, et ma voix sonnait bizarre et lointaine à mes propres oreilles. Je pensais qu'elle te laissait tout. Ne me mens pas, claqua Sarah, et maintenant les larmes commençaient. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, des larmes de frustration. Le genre qu'on verse quand on réalise qu'on a joué à un jeu avec des règles qu'on n'a jamais pris la peine d'apprendre. Tu la manipulais toujours. Tu faisais toujours en sorte de paraître comme la fille parfaite tout en me faisant mal paraître. Je la fixais. Je n'arrivais littéralement pas à croire ce que j'entendais. Te faire mal paraître? Sarah, tu t'es fait mal paraître toute seule. Moi, je me suis juste montrée. Tu t'es montrée parce que tu n'avais rien d'autre à faire, rétorqua-t-elle. Tu n'as jamais eu de vraie carrière. Tu ne t'es jamais mariée.
Tu n'as jamais rien fait de ta vie. T'occuper de maman était littéralement la seule chose que tu savais faire. » Les mots frappèrent comme une gifle. Parce qu'ils n'étaient pas entièrement faux, n'est-ce pas? J'avais construit toute mon identité autour du fait d'être la bonne fille, la responsable, celle qui sacrifiait. Et peut-être qu'une partie de moi en avait voulu à Sarah d'avoir la liberté d'être égoïste, alors que je me sentais obligée d'être altruiste. Mais assise là dans ce bureau, la regardant essayer de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime, je réalisais quelque chose d'important. Je n'avais pas sacrifié, j'avais investi. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque nuit blanche, chaque fois que j'avais choisi maman plutôt que mes propres projets, j'avais fait des dépôts dans un compte dont je ne connaissais même pas l'existence. Et Sarah? Sarah avait fait des retraits, prenant l'amour et l'attention et l'approbation de maman sans jamais rien rendre en retour. Supposant que le charme et les cadeaux occasionnels étaient un paiement suffisant pour une vie entière de traitement préférentiel. « Monsieur Peterson ?» dit Sarah, se retournant vers l'avocat avec ce sourire qu'elle utilisait quand elle était sur le point de demander quelque chose. « Est-ce qu'il y a un moyen de contester ça? Je veux dire, ma mère prenait beaucoup de médicaments vers la fin. Les antidouleurs peuvent affecter le jugement. Madame Williams a été évaluée par son médecin quand elle a mis à jour son testament, dit fermement Monsieur Peterson. Elle a été déclarée pleinement compétente pour prendre des décisions légales. Et franchement, Mademoiselle Williams, elle avait anticipé cette conversation exacte. Il fouilla dans son bureau et sortit une enveloppe scellée. Elle m'a demandé de vous donner ceci à toutes les deux après la lecture. Mes mains tremblaient quand j'ai pris l'enveloppe. Le nom de Sarah était écrit à l'extérieur dans l'écriture soignée de maman, mais en dessous, il y avait « à lire par les deux filles ». Je l'ai ouverte avec précaution, comme si elle allait exploser. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier couverte de l'écriture familière de maman. Je l'ai lue à haute voix, ma voix devenant plus forte à chaque mot. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, alors vous avez entendu le contenu de mon testament, et Sarah, tu es probablement confuse et bouleversée. Je veux que tu comprennes que cette décision n'a pas été prise à la légère ou dans la colère, mais par amour pour vous deux. Sarah, tu as toujours été mon rayon de soleil. Ton sourire pouvait illuminer n'importe quelle pièce, et ton esprit apportait de la joie à ma vie d'une façon que je ne peux jamais pleinement exprimer. Tu es belle et talentueuse et charmante, et je sais que tu trouveras ton propre chemin dans le monde parce que tu as des dons que je n'ai jamais eus. Mais les dons et l'héritage sont des choses différentes. L'héritage se mérite par la présence, par le sacrifice, par les milliers de petits actes d'amour qui arrivent quand personne ne regarde. Il se mérite en étant là non seulement quand c'est pratique, mais quand c'est difficile. Ta sœur a mérité cet héritage. Elle l'a mérité en dormant sur mon canapé pour que je puisse avoir son lit. Elle l'a mérité en apprenant à changer ma perfusion parce qu'elle ne voulait pas que je me sente comme un fardeau pour les infirmières. Elle l'a mérité en étant là pour chaque résultat de test, chaque mauvais jour, chaque moment où j'avais peur et où j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir la main. Sarah, je t'aime. Je t'ai toujours aimée. Mais l'amour et l'héritage ne sont pas la même chose. Tu recevras mes poupées parce que tu les as toujours admirées et assez d'argent pour t'aider à commencer à construire quelque chose qui t'appartient. Quelque chose qui est à toi parce que tu as travaillé pour l'avoir, pas parce que tu l'as hérité. J'espère qu'un jour tu comprendras que cette décision n'était pas de préférer une fille à l'autre. C'était de reconnaître que certaines filles montrent leur amour par leur présence et d'autres montrent leur amour par leur potentiel. Les deux sont précieux. Mais seule une mérite le droit d'hériter de ce que j'ai construit. Avec tout mon amour, maman. Le silence après que j'ai fini de lire était absolu. Sarah pleurait maintenant, vraiment pleurait, et je pouvais voir sa vision du monde s'effondrer en temps réel. Toutes ces années à être la préférée, toutes ces suppositions sur ce que ce favoritisme signifiait, tous ces projets qu'elle avait probablement faits, basés sur des attentes qui venaient d'être révélées comme des fantasmes. Elle se trompe, chuchota Sarah, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Je l'aimais. J'étais occupée, mais je l'aimais. Je sais que tu l'aimais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais aimer quelqu'un et prendre soin de lui sont deux choses différentes. Tu ne comprends pas, dit Sarah, et maintenant elle se remettait en colère. Tu ne comprends pas ce que c'était d'être la fille qui était censée être parfaite tout le temps. Tu sais comme c'est épuisant d'être le rayon de soleil de quelqu'un? De toujours devoir être allumée, quand tu viens la voir parce que c'est ce qu'elle attendait de moi, et pour la première fois, j'ai vraiment eu pitié d'elle. Parce que peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'être la préférée était sa propre forme de prison.
Peut-être qu'elle avait joué la comédie pour l'approbation de maman tout autant que j'avais travaillé pour l'obtenir. Mais ensuite, je me suis rappelé toutes ces nuits où j'étais restée éveillée à écouter la respiration de maman, tous ces matins où je l'avais aidée à se doucher et s'habiller, toutes ces fois où j'avais annulé des projets, ou quitté le travail plus tôt, ou réorganisé toute ma vie autour de ses besoins. Et je me suis rappelé que Sarah avait eu le choix. Elle aurait pu être présente et parfaite. Elle aurait pu être la fille qui se montrait et la fille qui brillait. Elle avait choisi d'être la fille qui brillait à distance. Et maintenant, elle apprenait que la distance a un prix. « Maître Peterson », ai-je dit, surprise par la stabilité de ma voix. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des papiers à signer, des comptes à transférer. La maison est à vous immédiatement, bien sûr, puisque vous y vivez déjà. Nous devrons passer par le processus officiel d'homologation, mais c'est surtout une formalité étant donné la clarté des volontés de votre mère. La maison. Ma maison maintenant. La maison que j'avais nettoyée et entretenue et dans laquelle j'avais vécu pendant des mois, supposant que je devrais trouver un autre endroit où aller une fois que Sarah en hériterait. La maison où j'avais grandi en me sentant comme une invitée dans ma propre famille. « Qu'est-ce qu'il y a des affaires de maman ?» demanda Sarah, et je pouvais l'entendre essayer de garder sa voix décontractée. « Ses bijoux, ses albums photos, c'est... Le testament spécifie que vous avez le droit de passer en revue ses effets personnels et de choisir des objets de valeur sentimentale, dit Maître Peterson. Dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Les pièces de valeur, la bague de sa mère, les boucles d'oreilles en diamant que votre père lui avait données, celles-ci font partie de la succession. » Le visage de Sarah redevint blanc. Elle comptait sur ces objets. Elle les avait probablement déjà fait estimer dans sa tête, calculer leur valeur, peut-être même penser à les vendre pour éponger ses dettes. « Ce n'est pas juste, » dit-elle, et maintenant elle avait l'air d'une gamine. « Ce n'est pas comme ça que les familles sont censées fonctionner. On ne tient pas les comptes de qui rend visite le plus ou qui fait le plus de corvées. On ne punit pas les gens parce qu'ils ont leur propre vie. Tu as raison, dis-je en me levant. On ne tient pas les comptes. Mais apparemment, maman si. Je suis sortie de ce bureau la tête haute pour la première fois de ma vie. Derrière moi, j'entendais Sarah pleurer et la voix patiente de Monsieur Peterson qui expliquait les procédures d'homologation et les délais. Mais je n'écoutais plus vraiment. Je pensais à la maison. Ma maison. Je pensais au compte épargne qui me permettrait enfin de prendre de vraies vacances, peut-être même de quitter mon travail et de découvrir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Je pensais à toutes ces années où j'avais été invisible, tenue pour acquise, la fille qui ne comptait pas. Et je pensais à Sarah, qui allait apprendre ce que ça faisait d'être la fille de second plan, qui allait découvrir que le charme et le charisme et être la chouchoute de quelqu'un peuvent t'aider dans la vie, mais ne te garantissent pas forcément grand-chose lors de la lecture d'un testament. Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui avais le pouvoir. C'était moi qui avais l'argent et la maison et les documents légaux qui prouvaient que j'étais la fille qui comptait. Et Sarah? Sarah était celle qui allait devoir trouver comment se construire une vie sans le filet de sécurité qu'elle pensait avoir pour toujours. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû avoir de la peine pour elle, ou m'inquiéter de l'impact sur notre relation, ou être partagée sur le fait que maman avait pris la bonne décision. Mais je ne ressentais rien de tout ça. Je me sentais vengée. Je me sentais reconnue. J'avais l'impression que l'univers avait enfin corrigé une erreur vieille de 34 ans, et j'avais hâte de savourer chaque seconde en regardant ma sœur réaliser qu'être la préférée ne vaut rien quand on lit le testament. Le vrai plaisir ne faisait que commencer. Les semaines suivantes, c'était comme vivre dans une réalité parallèle où j'étais enfin l'héroïne de ma propre vie. Tu connais cette sensation quand tu conduis et que tu réalises que tu es vraiment sur la voie rapide au lieu de regarder tout le monde te dépasser? C'est exactement ce que je ressentais, sauf qu'au lieu de la circulation, c'était toute mon existence. Sarah m'a appelé 3 fois le lendemain de la lecture du testament. J'ai laissé aller sur le répondeur à chaque fois. Le premier message était en colère. « Il faut qu'on parle de ça. C'est dingue. » Rappelle-moi, le second était une négociation. « Écoute, je sais que tu es probablement dépassé. On pourrait peut-être trouver un arrangement? Je pourrais t'aider à gérer la succession? » Le troisième, c'était juste des pleurs. J'ai gardé les 3 messages. Je n'en suis pas fière, mais je les ai gardés quand même. Parfois, on a besoin de preuves de sa victoire, tu vois. La maison avait une autre allure maintenant qu'elle m'appartenait officiellement. J'ai traversé les pièces comme si je les voyais pour la première fois. Le salon où j'avais passé tant d'heures à regarder Sarah être le centre d'attention pendant les réunions de famille. La cuisine où j'avais préparé d'innombrables repas que Sarah complimentait pendant que maman la regardait avec adoration, comme si c'était elle qui les avait cuisinés.
la salle à manger où les réussites de Sarah avaient été célébrées alors que ma fiabilité tranquille était juste attendue. Tout à moi maintenant. La première chose que j'ai faite, c'est changer les serrures. Pas parce que j'étais inquiète pour la sécurité, mais parce que j'en avais envie. Parce que je pouvais. Parce que pour la première fois de ma vie, c'était à moi de décider qui était le bienvenu dans cette maison, et j'étais ivre de ce pouvoir. J'ai engagé une société de ménage, la même que Sarah avait suggérée à maman il y a des années quand elle devenait trop fragile pour s'occuper du ménage. « Ce n'est pas si cher », avait dit Sarah, et ce serait tellement plus facile pour elle. Mais maman avait refusé parce qu'elle ne voulait pas dépenser l'argent, parce qu'elle l'économisait. Pour moi, apparemment. Les femmes de ménage venaient 2 fois par semaine maintenant. Elles faisaient les salles de bain et les sols et tout le travail de détail que je faisais moi-même depuis des mois. Je les payais avec l'argent du compte épargne de maman, mon compte épargne, et je me sentais comme une putain de reine à chaque fois qu'elle venait. J'ai acheté de nouveaux meubles. Pas parce que les anciens étaient cassés, mais parce que j'en avais envie. L'antique canapé de maman qui avait été parfaitement correct, pendant 20 ans a été donné à Emmaüs. La salle à manger que Sarah avait toujours complimentée a été remplacée par quelque chose de moderne et épuré qu'elle aurait détesté. Le meuble en porcelaine où vivaient les poupées précieuses de maman, les poupées de Sarah maintenant, a été déplacé dans la chambre d'amis. La chambre d'amis, où Sarah dormirait si elle venait un jour. Si je la laissais venir un jour, elle continuait d'appeler. Après la première semaine, le ton des messages a changé. Moins exigeant, plus désespéré. Je sais que tu es en colère, mais on est toujours sœurs. On sait toujours l'une l'autre. On ne peut pas arranger les choses? Arranger les choses. Comme si c'était une sorte de désaccord sur lequel on pouvait trouver un compromis. Comme si je n'avais pas passé ma vie entière à faire des compromis pendant qu'elle prenait et prenait encore. J'ai commencé à trier les affaires de maman avec une lenteur délibérée qui aurait rendu Sarah folle si elle l'avait su. Chaque tiroir, chaque placard, chaque boîte dans le grenier. J'ai trouvé des albums photos remplis de photos des réussites de Sarah, sa remise de diplôme, son premier travail, ses différents copains au fil des années. Et moi? J'étais en arrière-plan sur la plupart d'entre elles, ou derrière l'appareil photo, ou juste absente. Mais j'ai aussi trouvé autre chose. Des lettres. Maman avait gardé chaque mot de remerciement, chaque carte d'anniversaire, chaque petit message « Je pense à toi » que l'une ou l'autre lui avait envoyé. Celles de Sarah étaient toutes des cartes imprimées avec des messages génériques et sa signature. Les miennes étaient des lettres écrites à la main. Des pages et des pages qui remontaient à l'époque où j'étais à l'université, des nouvelles de ma vie, des questions sur sa santé, des souvenirs qu'on partageait, des blagues entre nous, de vraies conversations écrites et conservées. Maman les avait toutes gardées, chacune d'entre elles, dans une boîte dans son placard, classée par année, comme si c'était un trésor. Je les ai toutes lues et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine d'une chaleur étrange. Maman savait. Elle avait su depuis le début qui tenait vraiment à elle. Elle avait su qui était là par amour et qui était là par obligation ou par intérêt. Elle avait su qui était présent et qui faisait semblant. Les poupées de porcelaine étaient toujours dans la maison parce que Sarah n'avait pas encore trouvé comment les récupérer. Elles avaient été la fierté de maman, collectionnées pendant des décennies, exposées dans une vitrine qui prenait la moitié de la salle à manger. Une fortune, d'après les expertises que j'avais trouvées dans les papiers de maman. La fortune de Sarah maintenant, 5 000 $ en tout. J'étais en train de fouiller dans la boîte à bijoux de maman quand j'ai trouvé la bague. Pas son alliance, celle-là était déjà dans le coffre-fort auquel j'avais maintenant accès. C'était différent. Un simple anneau en or avec un petit diamant que je n'avais jamais vu avant. Il y avait un mot enroulé autour, écrit de la main de maman. Pour ma fille qui s'est occupée de moi, qui a mérité ceci par amour. Je l'ai glissé à mon doigt et elle m'allait parfaitement. C'est à ce moment-là que Sarah a décidé de débarquer sans prévenir. J'étais dans la cuisine, en train de me préparer à déjeuner au milieu de l'après-midi un mardi, parce que je pouvais. Parce que j'avais enfin utilisé une partie de cet héritage pour démissionner et prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie. J'étais en pyjama à 14 heures comme une espèce de gagnante du loto, ce que j'étais au fond. La sonnette a retenti et j'ai regardé par la fenêtre pour voir la voiture de Sarah dans l'allée. Elle avait visiblement pleuré. Son maquillage était étalé, ses cheveux en pagaille, et elle portait les mêmes vêtements qu'elle avait mis pour la lecture du testament il y a 2 semaines. J'ai failli ne pas répondre. Je suis restée là dans mon pyjama, à regarder ma sœur par la fenêtre, et j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais faire semblant de ne pas être là.
Je pouvais la laisser sonner et frapper à la porte dont elle n'avait plus la clé. Je pouvais lui faire ressentir ce que c'était d'être exclue. Mais puis j'ai réalisé quelque chose de mieux. Je pouvais la laisser entrer. Je pouvais lui montrer ce que ses choix lui avaient coûté. Je pouvais lui montrer que je m'épanouissais dans l'espace qu'elle pensait être le sien. J'ai ouvert la porte. « Putain, tu as une sale tête », j'ai dit, parce que je pouvais. Parce que je n'avais plus besoin d'être la gentille sœur. Je n'avais plus besoin d'être celle qui arrangeait les choses et mettait tout le monde à l'aise. C'était moi qui avais le pouvoir maintenant. « Je peux entrer ?» Elle a demandé et sa voix était petite et défaite. « C'est ma maison », j'ai dit en m'écartant. Je suppose que c'est moi qui décide qui est la bienvenue. Elle est entrée comme si elle pénétrait dans un musée, regardant autour d'elle les changements que j'avais apportés, les nouveaux meubles, les espaces vides où son héritage était autrefois exposé. Ses yeux se sont arrêtés sur la table de cuisine où j'avais étalé tous les relevés bancaires et documents d'investissement que j'avais examinés. Tous ces chiffres qui représentaient ma nouvelle vie. « Tu as tout changé », elle a dit. « J'ai changé ce que je voulais changer », j'ai répondu. C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on n'a pas besoin de demander la permission. Elle s'est assise à table sans y être invitée et j'ai vu ses yeux parcourir les documents financiers. Je pouvais pratiquement la voir faire les calculs, additionner les chiffres, calculer exactement combien elle avait perdu. « Je suis venue m'excuser », elle a dit finalement. « Pourquoi ?» J'ai demandé en m'asseyant en face d'elle sur ma propre chaise dans ma propre maison. Pour ne pas avoir été plus présente, pour ne pas avoir plus aidé avec maman, pour t'avoir prise pour acquise. Les mots sonnaient répétés, comme si elle s'était entraînée dans la voiture, essayant de trouver quelle combinaison de syllabes pourrait déverrouiller le coffre de culpabilité qu'elle supposait que je portais. « D'accord », j'ai dit. « Excuses prises en note ?» Elle a attendu, comme si elle s'attendait à ce que j'en dise plus, comme si j'étais censée accepter ses excuses et lui faciliter les choses d'une façon ou d'une autre. Quand je ne l'ai pas fait, elle a essayé une autre approche. Je sais que tu es en colère et tu as parfaitement le droit de l'être. Mais maman n'aurait pas voulu qu'on laisse ça gâcher notre relation. Elle aurait voulu qu'on travaille ensemble, qu'on se soutienne mutuellement. Vraiment? J'ai demandé. Parce que maman a eu 6 mois pour changer d'avis sur ce testament. Elle a eu 6 mois pour décider que peut-être elle devrait partager les choses équitablement ou peut-être qu'elle devrait te laisser plus que 5 000 $. Elle ne l'a pas fait. Alors je pense que peut-être maman était plutôt claire sur ce qu'elle voulait. Le visage de Sarah s'est froissé. « Tu prends plaisir à ça ?» elle a dit. « Ouais, j'ai dit. C'est vrai. Je prends un plaisir fou à ça. Ce n'est pas toi, elle a dit. Tu n'es pas cruelle. Tu n'es pas rancunière. Tu es la gentille sœur, tu te souviens? Tu es celle qui s'occupe de tout le monde. J'étais la gentille sœur, j'ai corrigé. J'étais la sœur qui s'occupait de tout le monde. Mais s'occuper de tout le monde était mon boulot quand je n'avais pas d'autre choix. Maintenant j'ai le choix. Et je choisis de m'occuper de moi. Et qu'est-ce que tu fais de t'occuper de ta famille? Elle a demandé, et je pouvais entendre le désespoir revenir dans sa voix. Ma famille? J'ai ri. Sarah, c'était quand la dernière fois que tu t'es occupée de moi? C'était quand la dernière fois que tu as demandé comment j'allais, ou si j'avais besoin de quelque chose, ou si j'allais bien? C'était quand la dernière fois que tu m'as traitée comme de la famille, au lieu de me traiter comme une employée de maison? Ce n'est pas juste, elle a dit. Tu as raison, j'ai dit. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste que je passe mes 20 ans et mes 30 ans à m'occuper de maman pendant que tu construisais ta carrière. Ce n'était pas juste que je dorme sur le canapé pendant 2 mois pendant que tu envoyais des fleurs. Ce n'était pas juste que tu aies le droit d'être la fille sympa pendant que moi j'ai dû être la responsable. Mais tu sais quoi? La vie n'est pas juste. Et parfois l'injustice joue en ta faveur. Elle pleurait à nouveau, mais ce n'étaient pas les jolies larmes qu'elle avait versées à l'enterrement. C'étaient des larmes moches, désespérées. Le genre de larmes qu'on verse quand on réalise qu'on a joué à un jeu qu'on n'a jamais compris et qu'on a tout perdu. « J'ai besoin d'aide », elle a dit finalement. « Je suis endettée. J'ai des paiements de cartes de crédit et des prêts étudiants et le paiement de ma voiture et je comptais sur… » Je prévoyais. « Tu prévoyais que l'argent de maman te sorte du pétrin? J'ai terminé. »« Oui, » elle a murmuré. « C'est vrai. Je suis désolée, mais c'est vrai. Je pensais que c'était à ça que servait la famille. » La famille, c'est pour s'entraider, j'ai dit. Mais tu ne m'as jamais aidé. Tu attendais juste que je t'aide. Et maintenant, tu me demandes de t'aider avec l'argent que j'ai hérité parce que moi, j'ai aidé maman. Tu vois à quel point c'est dingue? S'il te plaît, dit-elle. Je ne demande pas tout. Je demande juste assez pour me remettre sur pied. Tu as des centaines de milliers de dollars. Tu pourrais en épargner 50 000 sans même t'en rendre compte. 50 000 $. Comme si c'était rien.
Comme si c'était de la petite monnaie que je pouvais juste lui filer pour lui faciliter la vie. Comme si j'étais encore la sœur dont le boulot était d'arranger les choses pour tout le monde. Tu as raison, dis-je. Je pourrais épargner 50 000 $. Je pourrais épargner 100 000 $. Je pourrais rembourser toutes tes dettes et t'acheter une nouvelle voiture et te créer un fonds de placement qui ferait que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour l'argent. L'espoir vacilla dans ses yeux. Mais je ne vais pas le faire, continuai-je, parce que tu ne l'as pas mérité. Parce que tu as passé 34 ans à supposer que tu hériterais de tout sans jamais rien faire pour le mériter. Parce que tu m'as traité comme si j'étais jetable et maman comme si elle était un compte en banque avec un battement de cœur. Tu me punis, dit-elle. Non, dis-je. Je ne te récompense juste pas. Il y a une différence. Elle se leva et je pus voir qu'elle essayait de se ressaisir, essayait de trouver un peu de dignité dans ce moment. Très bien, dit-elle. Garde ton argent. Garde ta maison. Garde ta petite vie parfaite que tu as eue en étant la préférée de maman. Je n'étais pas la préférée de maman, dis-je doucement. C'était toi. Tu as toujours été sa préférée. Mais être la préférée de quelqu'un ne veut pas dire qu'on hérite de sa vie. Ça veut dire qu'on hérite de son amour. Et tu l'as eu. Tu as eu 34 ans d'être la fille qui la faisait sourire juste en entrant dans la pièce. Tu as eu le droit d'être la fille dont elle se vantait auprès de ses amis. Tu as eu le droit d'être la fille qui ne pouvait rien faire de mal. Alors pourquoi? Parce qu'être aimé et être récompensé sont des choses différentes, dis-je. Parce que les héritages ne concernent pas les sentiments. Ils concernent les actions. Ils concernent qui se pointe quand se pointer est difficile. Ils concernent qui mérite le droit de perpétuer l'héritage de quelqu'un. Alors qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Demanda-t-elle. Ce que tout le monde fait, dis-je. Te débrouiller, prendre un deuxième boulot, vendre des trucs, demander de l'aide à des amis, faire toutes les choses que tu aurais faites si tu n'avais jamais espéré hériter de quoi que ce soit. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, dit-elle. Je ne te fais rien, dis-je. Je ne fais juste rien pour toi, et peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu dois gérer ça, mais ce n'est pas vraiment mon problème. Elle se dirigea vers la porte, et je pensais qu'elle allait partir. Mais alors elle s'est retournée. « Tu sais quoi ?» dit-elle. « Peut-être que tu as raison. Peut-être que je t'ai prise pour acquise. Peut-être que j'ai supposé que les choses allaient marcher d'une certaine façon. Mais au moins, je n'ai pas passé ma vie entière à tenir les comptes. Au moins, je n'ai pas transformé l'amour en transaction. Tu as absolument raison, dis-je. Tu n'as pas tenu les comptes. Tu as juste supposé que tu étais en train de gagner. Après qu'elle soit partie, je me suis assise dans ma cuisine, ma belle cuisine rénovée dans ma maison que je possédais entièrement, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une satisfaction complète et totale. Pas seulement du bonheur, pas seulement du soulagement, mais cette satisfaction profonde, jusqu'aux os, de savoir que l'univers avait enfin équilibré la balance. Je me suis fait un café avec ma nouvelle machine à café sophistiquée que j'avais achetée parce que je la voulais et que je pouvais me la permettre. Je me suis assise à ma table de cuisine en regardant les documents financiers qui représentaient ma nouvelle vie et j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Parce que c'était le cas, d'une certaine façon. J'avais gagné au loto d'être la fille qui était venue, la fille qui l'avait mérité, la fille qui le méritait. Ce soir-là, j'ai appelé l'avocat de maman et lui ai demandé d'établir un fonds de placement. Pas pour Sarah, qu'elle aille se faire foutre, mais pour moi. Quelque chose qui m'assurerait de ne plus jamais avoir à m'inquiéter de l'argent. Quelque chose qui me permettrait de voyager, peut-être de retourner à l'école, peut-être de lancer une entreprise, peut-être de faire toutes ces choses que je n'avais jamais pu faire parce que j'avais été trop occupée à être responsable. C'est une décision intelligente. J.T. Peterson, votre mère serait fière. Ma mère serait fière. De moi? Enfin, après 34 ans d'être la fille de l'ombre, la fille fiable, la fille qui n'était pas sous les projecteurs mais qui gardait les lumières allumées, ma mère serait fière. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de ma maison. Vraiment regardé, ce n'était plus juste une maison. C'était ma récompense. C'était mon prix pour une vie entière à être présente. C'était la preuve que parfois, juste parfois, l'univers fait bien les choses. Sarah pouvait garder ses 5 000 $ et ses poupées de porcelaine. J'ai eu tout le reste. J'ai eu la maison et l'argent et la satisfaction de savoir que j'avais gagné le seul jeu qui comptait. Le jeu de mériter l'amour au lieu de le supposer acquis. Et demain, j'allais commencer à dépenser mon héritage pour moi, pour mon avenir, pour la vie que j'avais méritée en étant la fille qui était restée. Pour la première fois de ma vie, j'étais la gagnante, et j'allais savourer chaque putain de seconde.
6 mois plus tard, j'étais assise sur ma terrasse arrière, la terrasse arrière de ma maison que j'avais rénovée avec l'argent de mon héritage, sirotant un vin qui coûtait plus cher que le paiement mensuel de voiture de Sarah quand j'ai reçu un texto d'elle. Le premier en 3 mois. Joyeux anniversaire, juste ça. 2 mots. Pas d'emoji, pas d'explication, aucune tentative de renouer les liens, juste une reconnaissance qu'elle se souvenait de la date, probablement parce que Facebook le lui avait rappelé. J'ai fixé le message longtemps. Mon 35e anniversaire, le premier que je célébrais dans ma propre maison, en tant que propriétaire, le premier où je m'étais organisé une fête, une vraie fête, avec un traiteur et du bon vin et des amis qui s'étaient vraiment déplacés parce qu'ils voulaient me célébrer, pas parce qu'ils se sentaient obligés de le faire. Sarah n'avait pas été invitée, évidemment. J'aurais pu répondre. J'aurais pu dire merci ou demander comment elle allait ou faire un geste vers la réconciliation. Il y a 6 mois, je l'aurais probablement fait. Il y a 6 mois, j'aurais encore culpabilisé d'avoir quelque chose qu'elle n'avait pas. J'aurais encore eu l'impression d'être responsable de gérer ses sentiments face aux conséquences de ses propres choix. Mais 6 mois à vivre en tant que personnage principal de ma propre vie m'avaient changé de façon que je découvrais encore. J'ai supprimé le message sans répondre. Parce que voilà ce que j'avais appris. La culpabilité est un luxe qu'on ne peut se permettre que quand on a quelque chose dont se sentir coupable. Et ce n'était pas mon cas. Je n'avais pas manipulé maman. Je n'avais pas menti ou manigancé ou volé quoi que ce soit. J'avais juste été présente. Constamment, pendant des décennies. Et quand ça avait compté, cette présence avait compté plus que le charme de Sarah, ou son sourire, ou sa capacité à faire se sentir maman spéciale pendant ses brèves visites. J'avais passé tant d'années à penser qu'être la fille fiable était un prix de consolation, que s'occuper des choses difficiles était en quelque sorte moins précieux qu'être celle qui apportait la joie. Je m'étais trompée là-dessus. Putain, tellement trompée. La fiabilité n'est pas un prix de consolation. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Et quand la fondation est assez solide, elle peut tout supporter, y compris un héritage d'un $250 000 qui reconnaît exactement ce que cette fiabilité valait. La maison était tout ce que j'avais rêvé qu'elle puisse être maintenant. J'avais refait entièrement la cuisine et l'avais transformée en quelque chose qui avait l'air de sortir d'un magazine. J'avais converti l'ancienne chambre de maman en bureau où je développais une entreprise de conseil pour aider d'autres personnes à naviguer dans les soins aux personnes âgées, parce qu'apparemment, toutes ces années à gérer les soins médicaux de maman m'avaient donné des compétences que d'autres étaient prêts à payer. J'avais voyagé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais pris de vraies vacances. Pas un long week-end ou une excursion d'une journée, mais 1 mois en Europe où j'avais mangé de la nourriture chère et dormi dans de beaux hôtels et n'avais eu à m'inquiéter que pour moi-même. J'avais envoyé des cartes postales à quelques amis, mais pas à Sarah. J'avais voulu le faire, pas pour être cruelle, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'avais des expériences qui valaient la peine d'être partagées et qui n'impliquaient pas de m'occuper de quelqu'un d'autre. Mais je ne les avais pas envoyées. Parce que j'apprenais la différence entre vouloir partager sa joie et vouloir étaler sa victoire. L'un était sain, l'autre n'était qu'une autre façon de tenir les comptes. J'avais eu des rendez-vous, de vrais rendez-vous, pas juste des dîners occasionnels avec des hommes qui cherchaient quelqu'un pour s'occuper d'eux comme je m'étais occupée de maman. J'avais rencontré quelqu'un, en fait. David était un entrepreneur qui avait aidé pour les rénovations de la maison, et c'était le premier homme avec qui j'avais été qui semblait vraiment impressionné par ma compétence au lieu d'être intimidé par elle. Il était la première personne qui m'avait jamais vue comme le personnage principal de ma propre histoire au lieu du personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. « Tu es différente de ce que j'attendais ?» m'avait-il dit après notre 3e rendez-vous. « Différente comment ?» avais-je demandé. « Plus. Consistente. Comme si tu savais qui tu es. » J'avais ri, parce que j'étais encore en train de découvrir qui j'étais. Mais il avait raison sur une chose, j'étais consistante maintenant. J'avais de la substance. J'avais du poids. J'avais une présence dans ma propre vie. Sarah, d'après ce que j'avais entendu par des amis communs, n'allait pas bien. Elle avait dû emménager avec une colocataire. Elle avait pris un second travail. Elle avait vendu la plupart des poupées de maman, celles qui étaient censées être si sentimentales pour elle, pour rembourser des dettes de carte de crédit. Elle avait eu des rendez-vous avec une série d'hommes qui semblaient principalement intéressés par ce qu'elle pouvait faire pour eux plutôt que par ce qu'ils pouvaient construire ensemble. J'aurais dû me sentir mal à ce sujet. L'ancienne moi se serait sentie terrible à ce sujet. L'ancienne moi aurait trouvé des moyens d'aider sans qu'elle le demande, aurait trouvé des excuses pour elle, aurait d'une façon ou d'une autre fait de ses problèmes ma responsabilité. Mais je ne me sentais pas mal.
Je me sentais satisfaite. Pas d'une façon cruelle, mais d'une façon justice cosmique. Sarah apprenait ce que ça faisait de vivre sans filet de sécurité. Elle apprenait ce que ça faisait de devoir mériter les choses au lieu de les attendre. Elle apprenait ce que le reste d'entre nous avait toujours su, que la vie, c'est du travail, et le travail, c'est ce qui donne un sens à la vie. Peut-être qu'elle comprendrait, peut-être qu'elle découvrirait qu'elle était plus capable qu'elle ne l'avait jamais réalisé quand elle n'avait personne sur qui se rabattre. Peut-être qu'elle trouverait sa propre version de la substance, sa propre façon d'être le personnage principal de sa propre histoire. Ou peut-être qu'elle ne le ferait pas. Peut-être qu'elle passerait le reste de sa vie à se sentir comme une victime de circonstances échappant à son contrôle, ne comprenant jamais que les circonstances étaient exactement ce qu'elle avait créé à travers des décennies de petits choix. De toute façon, ce n'était plus mon problème. Ce n'était pas mon travail de réparer sa vie ou de gérer ses émotions ou d'adoucir les conséquences qu'elle devait affronter. Ce n'était pas mon travail d'être le personnage secondaire dans son histoire d'apprentissage de la vie d'adulte. Pour la première fois de ma vie, mon seul travail était de vivre ma propre vie. Et j'étais putain de douée pour ça. Le vin était presque terminé et le soleil se couchait derrière les arbres qui m'appartenaient maintenant. J'avais planté de nouvelles fleurs dans le jardin, des fleurs que j'avais choisies parce qu'elles me plaisaient, pas parce qu'elles étaient pratiques ou faciles d'entretien ou ce que maman aurait voulu. Tout le jardin commençait à ressembler à quelque chose que j'avais conçu plutôt qu'à quelque chose que j'avais hérité. Je pensais à maman parfois, pas avec culpabilité ou regret, mais avec une sorte de gratitude paisible. Elle m'avait vue, vraiment vue. Pas juste la fille qui était là, mais la fille qui méritait d'être récompensée pour être là. Elle avait compris que l'amour et l'héritage étaient des choses différentes, et elle avait eu le courage de faire cette distinction même en sachant que ça créerait du drame. Elle m'avait donné plus que de l'argent. Elle m'avait donné la permission de me valoriser. Elle m'avait donné la preuve que mes choix comptaient, que mes sacrifices avaient du sens, que ma présence avait toujours valu quelque chose. Et elle m'avait donné les outils pour construire une vie où je n'aurais plus jamais à être invisible. Ce soir-là, j'ai levé mon verre vers le jardin vide et j'ai dit « Merci, maman, d'avoir enfin montré à Sarah et à tous les autres que tu m'avais toujours préféré, moi aussi. Tu m'avais juste préféré de la façon qui comptait le plus. » La lecture du testament avait effacé le sourire narquois du visage de Sarah, c'est sûr. Mais plus que ça, elle avait mis un sourire sur le mien, un sourire qui m'appartenait. Un sourire qui appartenait à la fille qui l'avait mérité. La fille qui avait gagné. Enfin,